Je donne maintenant la parole à Monsieur Enrico Letta. Depuis 2015, Enrico Letta est le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris. Et il est aussi le président de l'Association of Professional Schools of International Affairs. Et il est également le président de l'Institut Jacques Delors depuis 2016. Le président Letta a été Premier ministre de l'Italie, mon président, et il a été aussi un très jeune ministre pour les politiques communautaires, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il a été ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, sous-secrétaire d'État de la présidence du Conseil de Romano Prodi. Et de 2001 à 2015, il était un membre de l'Assemblée parlementaire de l'Italie, de la Chambre des députés, et aussi il a été parlementaire européen. Presidente Letta, credo che non ci sono parole per descrivere la mia grande soddisfazione per averla qui in questo evento, è un grande onore per me e le do la parola. Grazie. Je félicite tout de suite la délégation française et l'Assemblée parlementaire de l'organisation pour cette rencontre, pour avoir voulu prendre cette initiative que je trouve être très importante et très timely. C'est le bon moment pour le faire. Ça arrive en fait dans un moment de grande difficulté dans la vie de l'OSCE et je pense que le futur, et je dois féliciter Madame Ann Lindh, la ministre des Affaires étrangères de Suède, pour les paroles que je viens d'entendre et pour la détermination qu'elle a mis. On a besoin d'un changement, on a besoin de la détermination que vous venez de mettre dans votre parole. Je suis sûr que votre présidence l'année prochaine va donner une impulsion très importante. Et tout ça, je le dis non de façon rhétorique, mais parce que je suis convaincu, et je vais le dire à la fin de ma brève intervention, que les choses sont en train de changer au niveau mondial. Et le multilatéralisme est en train de revenir en force. Mais tout ça arrive dans un moment de grande difficulté, non seulement dans la vie de l'organisation, mais aussi dans la dimension de la relation entre la guerre et la paix. Dans mon université, Sciences Po, nous sommes en train d'organiser un grand événement pour le mois de janvier. On va mettre 1500 étudiants, nos 1500 étudiants de l'École des affaires internationales. Ils vont rencontrer les plus importants leaders du monde et discuter de Wars and Peace. Monsieur Borrell va être là, Monsieur Stoltenberg va être là. Avec eux et avec bien d'autres, on va discuter de qu'est-ce que ça veut dire, le fait que la dimension de la guerre, la dimension de la paix sont en train de changer, les conflits sont en train d'évoluer, et surtout de nouvelles façons de faire la guerre sont en train de devenir très menaçantes. Toute la question de la cyber security, toute la question liées aux nouvelles technologies, liées naturellement aussi aux questions de la démocratie dans nos sociétés. C'est pour ça que dans ces moments de crise, je pense que c'est très bien d'aller récupérer les sources et les raisons des origines. Back to basics, a dit Madame Lindh, et je pense que c'est la meilleure définition possible. Et la Charte de Paris est vraiment source d'inspiration, surtout à cause de la période pleine d'espoir qu'il a générée. Moi, je trouve là un lien très intéressant. 90 et 2020. 90, c'est le moment dans lequel une nouvelle génération, un nouvel espoir, des nouvelles énergies sont en train de transformer l'Europe et le monde. Et cette année 90, c'est l'année qui, c'est pas un cas, fait en sorte que Paris devienne la capitale de cette nouvelle avancée. Aujourd'hui, 2020, c'est une année, et on vit une année charnière, une année dans laquelle on a l'impression que tout est en train de basculer. Et de basculer, on espère, vers le bon côté. Parce que cet événement arrive aussi dans un moment de grand espoir pour le monde des relations internationales. Les nouvelles qui arrivent d'Asie. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que la signature de l'accord entre les pays de l'ASEAN et la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, de dimanche dernier à Hanoï, au Vietnam, bien qu'il s'agisse de quelque chose qui est lié au commerce, à l'économie,
est un signal extraordinairement positif. Parce que là où les commerces passent, il n'y a pas d'armées qui vont passer. Là où il y a l'échange économique, là, il y a naturellement une possibilité de faire la paix. Et je pense que ce signal est aussi très important, le signal qui vient d'Asie, parce que c'est le premier signal du post-Covid. Le premier move vient d'Asie, mais c'est un signal en faveur du multilatéralisme. C'est un clair signal en faveur du multilatéralisme. Et j'ajoute que ce signal arrive, je pense que ce n'est pas un cas, il arrive 10 jours après un changement très important qui se passe aux États-Unis, qui s'est passé aux États-Unis, là aussi avec l'espoir que le multilatéralisme redevienne le point central du pays qui aujourd'hui est le pays le plus important du monde, surtout sur le plan de la sécurité. Et surtout, la tentative d'imaginer que cette fin de 2020 soit aussi la fin d'une période sombre de retour du nationalisme et de retour seulement du bilatéral comme façon de résoudre les problèmes. Ce n'est pas ça. L'histoire nous apprend que c'est à travers le multilatéralisme qu'on peut résoudre les problèmes et qu'on peut trouver effectivement la paix. Il y a donc là une grande occasion à saisir aujourd'hui. C'est pour ça que la présidence suédoise de l'année prochaine, de l'année 21, peut jouer un rôle important, décisif, et c'est pour ça que je pense que cet événement, et c'est pour ça que je félicite la délégation française de l'Assemblée parlementaire, peut jouer vraiment un rôle essentiel. Je pense que c'est aussi, et je vais terminer là-dessus, ce temps de pandémie qui nous pousse à aller à l'essentiel des choses et à préférer l'union à la désunion, à préférer la récomposition à la destruction. C'est ça qui me porte à envoyer ici et à envisager un message d'optimisme. On est tous secoués par ce qu'on est en train de vivre pendant cette année. Mais on comprend tous très bien que soit dans le social, soit dans l'économie, soit dans la sécurité, être ensemble, travailler ensemble, trouver les solutions ensemble aujourd'hui est beaucoup mieux que chercher des solutions solitaires basées seulement sur le rôle de la force. J'espère donc que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe puisse profiter de cette phase de relance du multilatéralisme. Et je suis sûr que cette organisation qui a joué un rôle essentiel pendant la fin de la guerre froide puisse jouer un rôle essentiel dans cette phase prochaine du monde post-Covid, un monde qui cherche la paix, un monde qui cherche de battre les guerres. Je pense que ce monde a besoin de l'OSCE, ce monde a besoin de vous. Je suis sûr que cette occasion d'aujourd'hui est une occasion très importante pour tourner la page, une page qui doit être absolument tournée le plus vite que possible. Je vous remercie beaucoup. Grazie mille Presidente, grazie mille per queste parole et merci pour cette défense du multilatéralisme, Monsieur le Président. Nous, dans l'Assemblée parlementaire, on est convaincus que les défis qu'on a aujourd'hui, le changement climatique, le mouvement de personnes, migration, la lutte au terrorisme, vous êtes en France, vous connaissez bien qu'est-ce que je parle, la santé, ce sont des défis qu'on peut les affronter seulement avec une réponse globale. Et le multilatéral, on est convaincu, peut être la clé pour affronter ces défis. Donc, merci beaucoup. Et on a toujours dit, the selfish recipe doesn't work in this world. Ça, c'est notre motto. Donc, merci, Monsieur le Président, pour ces mots.